Je retrouve ma co-animatrice illuminée, Sandra Paré. Salut! C'est Je une pensais belle qu'elle allait dire lumineuse, mais en tout cas, c'est pas vrai. lumineuse et illuminée, les deux te vont très, très bien. Sandra, on a eu beaucoup, beaucoup de réactions à la suite du passage d'Alexandre Nadeau qui nous parlait justement des 4 types d'illumination dans les derniers jours. On a décidé de vous proposer une série spéciale de 4 émissions sur chacun des types d'illumination. On va retrouver Alexandre Nadeau à l'instant. Salut Alexandre. Salut! Bon On matin. on aime ça. Oui, bon matin. On aime ça, les solutions. On aime ça, les découvertes. Et je te dirais que dans les derniers jours, on a eu beaucoup de messages de gens qui ont adoré découvrir les 4 types d'élimination. Évidemment, ça a été très, très, très rapide. On n'a pas pu creuser en profondeur sur chacun des types d'élimination, puis on a décidé de partir en série pour le bonheur des auditeurs. Alors, merci de ta générosité, Alexandre. C'est passionnant ce que tu as à offrir. Ça me fait plaisir. Puis oui, on peut faire longtemps juste à parler d'un type d'illumination parce qu'il y a beaucoup de petits détails caractéristiques qu'on peut nommer, présenter, décrire. Ça me fait plaisir de parler de ça parce que j'ai l'impression que personne n'en parle, en tout cas en français. C'est assez rare d'avoir des informations précises sur ces sujets-là. Je suis juste content de pouvoir en parler à de plus en plus de gens. Puis toi, ça t'a pris du temps à peaufiner ça, à découvrir ça. D'abord, ça vient d'où l'illumination? Est-ce qu'on se réveille un matin puis on se dit « Ah tiens, moi, je t'ai illuminé ». Ben, en fait, ça, c'est ce qui est arrivé à Eckhart Tolle. C'est exact. Si on lit l'introduction de son premier livre, Le pouvoir de l'instant présent, il était dans le pire état possible, sans abri, dépression, là, le plus fond du fond. Il s'est posé une question. Dans son esprit, il s'est endormi, puis le lendemain matin, il était dans cet état-là. Puis ça fait 40 ans, je pense, un peu plus que 40 ans que ça maintient. Mais ça, c'est l'exception. Eckhart Tolle, c'est une exception qui montre que c'est possible d'être dans ce genre d'état-là pendant des décennies, autrement dit de manière permanente. Ça, j'adore ça dans le sens que ça montre que c'est possible. Mais en même temps, il ne sait pas comment il a fait pour aller dans cet état-là. Fait que ce ne serait pas ma source d'enseignement pour connaître un chemin pour y aller volontairement. Je prends un autre exemple pour contraster. Il y a un homme, il a écrit le livre intitulé « End Your Story, Begin Your Life ». En français, ça serait « Mets fin à ton histoire, commence ta vie ». Puis lui, il a fait un processus volontaire conscient. Ça, il a pris 19 ans pour passer de ce qu'on va appeler un état normal à un état d'éveil durable. C'est pas obligé de prendre 19 ans, mais lui, il savait pas trop ce qu'il faisait, fait qu'il y allait avec essai-erreur, puis ça a pris beaucoup de temps. Là, il dit que ses clients peuvent le vivre en 1 à 3 ans, passer de normal à un éveil permanent 1 à 3 ans. Fait que lui, en ayant fait le processus d'essai-erreur consciemment, ça veut dire qu'il connaît tous les trucs qui fonctionnent puis qui fonctionnent pas, ben ça lui permet de guider les gens de manière beaucoup plus précise parce qu'il sait déjà quoi éviter. Il ne fera pas perdre 3 ans à son client sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est l'intérêt de, je dirais, si on choisit un enseignant, ben moi, j'ai plus un intérêt de choisir des gens qui ont fait le chemin consciemment parce que justement, ils savent quoi faire et quoi ne pas faire versus une personne qui s'enfarge dans une expérience, qui tombe spontanément dedans. Elle peut quand même m'aider parce que ces gens-là ont tendance à être plus lucides que la moyenne. Ils ont plus plein de croyances, puis d'opinions biaisées, puis de jugements qui roulent dans leur tête. Fait que c'est sûr qu'ils sont plus présents à la réalité. Mais ils peuvent quand même pas me dire comment ils ont fait s'ils n'ont pas fait exprès. S'ils sont juste spontanément tombés dedans. Fait que quand je choisis des enseignants pour quelque chose, par exemple, je vais y aller très concret. Si une personne voulait devenir milliardaire, parce qu'aujourd'hui, millionnaire, on dirait que c'est plus rendu ben impressionnant. Ben, c'est le coût de la vie, hein, ça monte, fait que... Ben, je ne sais pas, là, mais il me semble il y a quelques décennies, millionnaire, c'était comme « Waouh! » Puis là, on a des milliardaires qui valent 200 milliards, puis on dit « Ouais, millionnaire, c'est correct. » Mais si, exemple, quelqu'un voudrait devenir milliardaire, puis il y avait le choix entre 2 enseignants, il y a juste 2 personnes sur la Terre qui offrent d'enseigner comment faire. Le premier a hérité de sa fortune, puis est milliardaire. L'autre est parti de 0$ dans son compte et est devenu milliardaire. Lequel choisit? Ben, celui qui a bâti sa fortune, l'autre il a hérité. Et c'est quoi son conseil qui va me dire? Hérite. OK, mais comment je fais? Je suis pas né avec les bons parents, tu sais. Fait que c'est
c'est un peu limitant comme type de conseil que je pourrais recevoir vu que la personne ne sait pas comment elle le fait. Ben, elle sait comment elle le fait, mais je veux dire, c'est pas elle qui a créé la fortune, c'est peut-être même ses grands-parents, puis là, ça a grandi tout le temps. Tu sais. C'est ça. Oui. Sandra, Alexandre, je trouve que les êtres humains, nous tous, on est plein de croyances, de conditionnements mentaux, puis on pense de façon automatique, on dirait, selon ce qu'on a vécu dans nos vies ou selon le reste de la société ou ce qu'ils nous proposent dans les médias. On dirait qu'on est des robots. Le premier type d'illumination, c'est la liberté mentale. Et c'est là-dessus qu'on va développer aujourd'hui ce premier type-là. Est-ce que c'est le premier à se manifester dans nos vies? Est-ce que c'est le mental en premier qui s'illumine, qui veut se libérer, en fait, de ces croyances qu'on a? Pas nécessairement. Je dirais que c'est peut-être le type de liberté ou d'illumination le plus connu parce que c'est presque toujours celui-là qui est décrit dans les livres ou dans les vidéos ou dans les conférences. Ah. C'est celui qui semble le plus connu. Mais c'est pas nécessairement le premier à avoir ou une priorité. C'est juste qu'on entend parler parce que Eckhart Tolle, c'est de celui-là qui parle. Les gens, là, je pourrais nommer plein de gens moins connus, mais quand on lit un livre, que ce soit écrit par un yogi ou par une personne que je vais appeler nord-américaine avec un langage plus moderne. Habituellement, il ne nomme pas, mais il parle de la liberté mentale et non pas nécessairement physique ou émotionnelle ou énergétique. Donc, c'est le plus connu, c'est celui qui fait le plus partie de quand quelqu'un entend le mot illumination et il se rappelle les descriptions qu'il a lues dans les livres d'illumination mentale et non pas, mais il pense que c'est la seule qui existe, mais c'est ça qu'on pense parce que c'est ça qu'on a lu dans Eckhart Tolle, Byron Katie, et les yogis. Donc, les gens qui vont avoir assisté soit à ta formation ou soit à notre spécial sur les illuminations, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réagir de la même façon. C'est ça que tu es en train de dire. Là, on commence par celui-là, mais quelqu'un peut partir d'une autre place dans cette démarche-là. Exact. Il semblerait que de toute façon, chaque être humain est unique, puis on a tous peut-être des facilités. Il y en a qui ont déjà des facilités artistiques, puis on le voit en bas âge, même à 3 ans. Il y en a qui ont des facilités intellectuelles à 3 ans. Bon, mais c'est un peu la même chose au niveau, si on va appeler ça au niveau de la spiritualité. Les gens semblent avoir des facilités. Fait qu'il y a des gens qui ont déjà un cœur grand ouvert. Ils ont peut-être fait un travail intensif ou ils n'ont pas vécu beaucoup de traumatismes, puis ils ont déjà ce qu'on pourrait appeler la liberté émotionnelle, même sans faire de formation sur le sujet. Donc, ils ont déjà ça comme point de départ. Tant mieux, ça va faciliter tout le reste. Puis, il y en a qui ont déjà l'esprit... tu sais, je dirais, quand on en parle, puis là, je dis, l'autre monsieur, il a fait 19 ans, il a travaillé 19 ans là-dessus, mais il y a quand même plein de gens qui vivent dans cet état-là de manière, je vais appeler, normale, sans s'en rendre compte. Et là, ces gens-là sont... si on peut leur parler un petit peu, ils sont faciles à reconnaître parce ils ont tendance à se stresser beaucoup moins que les autres et à se demander en secret pourquoi tout le monde est aussi stressé. Parce qu'eux, ils ne savent pas qu'ils sont dans cet état-là. Parce que soit ils sont nés comme ça ou ils ont eu des parents qui ont créé un environnement qui a généré ça au lieu de générer ce qu'on connaît dans notre société comme conditionnement social. Puis là, l'enfant, c'est comme ça qui existe, qui fonctionne depuis toujours. Puis il dit, pourquoi la personne a dit tellement d'affaires intellectuelles qui ne sont pas reliées aux faits dans la réalité? Pourquoi ils sont si stressés? C'est ça la personne qui est dans cet état-là, naturellement, c'est les questions qu'elle se pose. Fait que si on jase à un moment donné puis elle s'ouvre un peu, c'est le genre de commentaire qu'elle va faire. Elle va dire, mais pourquoi que le monde souffre autant? Pourquoi tout le monde est si fatigué? Mais j'ai souvent cette question-là, moi. Je me demande, on dirait que les gens aiment ça souffrir, puis même si on leur présente des solutions, ils vont comment je suis bien. On dirait, ils disent pas ça là, concrètement, mais on dirait qu'ils sont bien dans leur mal-être. Ils entretiennent ça, oui. Oui. Là, on tomberait plus dans de la psychologie profonde, mais l'idée, c'est de comprendre que les gens, habituellement, comme tu l'as dit tantôt, la plupart des gens sont des robots, c'est ce que j'explique aussi tout le temps. C'est conditionné qu'ils vont se plaindre puis qu'ils vont rester dans les mêmes trucs. C'est pas parce qu'ils disent, ils se lèvent à l'âge de 5 ans puis ils disent, bon, moi, ce que j'aimerais là, comme automatisme dans mon être, c'est de m'apitoyer sur mon sort. Ouais, il me semble que c'est ça que je veux vivre toute ma vie. Tu sais, c'est pas une décision qu'ils font. Non. À un moment donné, à n'importe quel âge, c'est que peut-être que leur famille fonctionne comme ça puis c'est ça qui est considéré normal. Puis
Un enfant, il faut juste comprendre, un enfant, ça veut juste être aimé puis faire partie de la gang. Fait que si la seule façon d'avoir de l'attention, c'est de se plaindre puis de s'apitoyer sur son sort, ben, tu répètes ça des centaines de fois ou des milliers de fois pendant une décennie ou deux, c'est très bien conditionné comme pattern. Là. Je veux dire, c'est pas un choix volontaire. En tout cas, j'ai formé 27 000 personnes. J'ai parlé personnellement à peut-être 1500 au total de ces gens-là. Il n'y en a aucun qui m'a déjà dit « Ah, Alexandre, tu sais, le problème que j'ai là, qui détruit ma vie, je le voulais. » C'est moi qui ai décidé de le mettre là, puis de le conditionner jusqu'à temps qu'il tienne sans que j'aie à faire aucun effort. Il n'y a personne qui m'a dit ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand on travaille dans mon domaine, on développe une certaine compréhension, empathie, compassion de les gens, ils ne font pas exprès. Oui, OK, est-ce qu'ils pourraient décider de chercher des solutions? Ils pourraient, mais si la personne, elle a tellement gagné de bienfaits positifs en ayant ce pattern-là, c'est comme dur de vouloir le rejeter ou n'en sortir. Quand tu dis bienfait, là... Ben, de l'attention, de l'amour, de l'affection. OK. C'est comme un exemple super banal, là, ça j'appelle ça un traumatisme positif. Un traumatisme, c'est une expérience bien intense de stress ou d'émotion qui se conditionne souvent en une répétition. Ça veut dire que ça ne prend pas plein de répétitions pour que ça devienne un automatisme. Un coup, paf, c'est conditionné. Exemple, une personne se fait mordre par un chien, elle s'en attendait pas, puis la morsure est vraiment douloureuse. Après ça, cette personne-là peut avoir une phobie des chiens pour toute sa vie avec une morsure. Bon, ça, c'est un traumatisme que les gens appelleraient négatif. J'avais un client, à un moment donné, il vient me voir, puis il dit « Alexandre, je comprends pas, je mange super bien, je fais attention à ma santé, ça va bien, je suis pas super stressé, puis j'ai souvent la grippe, je tombe souvent malade, puis il n'y a pas de raison. Je vais voir mon médecin, on fait toutes les prises de sang, il n'y a pas de raison explicable. » Fait que là, je dis « OK. » Fait que là, je pose plein de questions, puis à un moment donné, on découvre qu'à chaque fois qu'il était malade, quand il était jeune, sa mère prenait congé. Elle passait toute la journée avec lui, il donnait plein d'affection, il donnait des popsicles, puis il regardait des films ensemble. Fait que là, en dedans de lui, ben, ce qui s'est associé, c'est être malade égale recevoir plein d'amour, puis passer des belles journées. Mm-hmm. Ça fait aucun sens logiquement. Là, on fait que ouais, ben, quand je suis malade, je passe pas des super belles journées, puis je reçois pas tant d'amour. Non, mais un conditionnement, c'est pas bâti sur de la logique, c'est bâti sur un feeling intense combiné à une expérience. Les deux, quand ils arrivent en même temps, à un moment donné, le système nerveux puis le cerveau disent ça va ensemble. Ces deux affaires-là, ça va ensemble. Mm-hmm. C'est pas vrai dans la réalité. Mais le conditionnement, c'est ça qui croit. Le feeling apparaît dans telle situation tout le temps, même si le feeling n'a pas rapport. Fait que les gens, ils veulent pas refuser de l'aide puis s'apitoyer sur leur sort, mais c'est ça qu'ils vivent parce que c'est conditionné. Après ça, la question, c'est, OK, après qu'on sait ça, comment qu'on fait pour aider ces gens-là, sachant qu'on est challengé ou qu'on défie leur propre conditionnement, tu sais, comment on deal avec des humains qui veulent changer, mais qui sont conditionnés à ne pas changer, finalement. Parce que la personne, elle veut, mentalement ou consciemment, elle dit, non, je veux changer, mais à l'intérieur de son être, il y a plein d'automatismes qui disent, ouais, mais tu veux pas changer, tu sais, et mettre les freins. Est-ce que tu dirais que c'est le mental qui contrôle nos vies? Oui et non. Moi, j'ai l'impression que les conditionnements de sensation, fait que je vais appeler ça les conditionnements physiques et émotionnels, puis ça, c'est des trucs que personne ne parle jamais, mais j'ai testé avec des milliers de personnes. De mon point de vue, c'est les conditionnements émotionnels et physiques qui déterminent le plus les décisions des gens, parce qu'une personne, même si elle fait plein d'affirmations, puis elle se pompe mentalement pour passer à l'action. S'il y a un feeling vraiment désagréable dans son corps, que ce soit physique ou émotionnel, la personne, souvent, elle ne va pas passer à l'action ou elle va passer à l'action pendant une courte durée, mais sa volonté va flancher si le feeling perdure, le feeling désagréable. Fait que de mon point de vue, si c'était le mental qui contrôlait tout, ben, il serait capable de passer par-dessus un feeling. Mais la plupart des humains à qui j'ai parlé, à qui j'ai aidé, à qui j'ai enseigné, c'était les feelings qui les empêchaient de faire ce qu'ils voulaient vraiment faire dans leur vie. Oui, les pensées sont là, puis oui, ça peut être des obstacles, mais les feelings ont tendance à gagner. Autrement dit, moi, ce que je disais tout le temps dans mes formations, là, pendant des décennies, j'ai dit ça, j'ai dit, habituellement, c'est le corps qui gagne. Tout le temps le corps qui gagne. Fait que la personne a dit, je veux perdre du poids. Là, tu sais, mon médecin me l'a dit, il faut que je perde du poids pour ma santé, ça va pas bien, etc., etc. Dès
que la personne elle a un certain feeling, puis c'est différent pour chacun, elle s'en va, elle ouvre les portes d'armoire ou le frigidaire, elle prend de la nourriture, puis dès qu'elle a commencé, elle mange souvent trop, plus que ce que son corps a réellement besoin, puis souvent des aliments de mauvaise qualité. Mais pourtant, son mental, il voulait, lui, perdre du poids. Fait que pourquoi il n'a pas gagné si c'est le mental qui contrôle tout, tu sais? Fait que dans la pratique, sur le terrain, mes observations pendant 27 ans m'ont démontré que le mental est beaucoup moins fort que les sensations et les émotions. Fait que c'est pour ça qu'une personne, exemple, qui a le vertige, on peut utiliser tous les trucs mentaux que je connais. Si on ne défait pas la sensation physique de vertige, l'emmener en hauteur va être un défi presque insurmontable. Là, elle va faire une crise, elle va se tenir après les barreaux, surtout si il demande de sauter en bungee. Si on ne défait pas les feelings, ça arrivera presque jamais. Là, ça prend quelque chose d'incroyable, comme soit qu'elle passe à la TV puis elle veut... où il y a un gros montant, puis là, elle va faire « OK, je sens que je vais mourir, mais je le fais pareil pour avoir $1 million. » Mais si ça prend quelque chose d'incroyable, juste le mental tout seul, ça ne serait pas assez pour supplanter une sensation forte de traumatisme ou de peur ou de survie ou peu importe. Donc, le début de tout ça commence comment? Qu'est-ce que tu voudrais nous enseigner aujourd'hui qui nous amènerait à comprendre encore plus ce que tu nous dis là? Bien, ça dépend si tu es ouverte à une démonstration parce que je peux parler de plein de choses, mais tant qu'on ne l'a pas vécu ou été témoin de, c'est difficile à comprendre. Mais en gros, ça revient à ce que j'ai expliqué peut-être à la première entrevue ou la deuxième, je ne suis pas sûr, mais tu as un humain, tu as la réalité qu'on appelle l'instant présent. Puis entre les deux, la seule chose qui existe, c'est des pensées et des sensations. Fait qu'une personne qui dit « Moi, je suis intéressé à être vraiment libre ou illuminé », pour moi, c'est des synonymes, ben, il faut tranquillement ou rapidement ou selon notre rythme, qui est sain pour nous, enlever les sensations, les conditionnements, si tu veux. Pas les sensations qui apparaissent en temps présent. Si je prends un petit chaton, là, puis je le prends comme ça, puis là, je sens de l'amour ou de la joie ou peu importe, bien là, je suis en train de vivre un feeling ou un sentiment qui est en lien avec ce qui se passe dans l'instant présent. Mais si je suis chez nous tranquille, je regarde par la fenêtre, il fait un beau soleil, puis là, je ressens plein d'inquiétudes et d'anxiété. Ce que je vis n'est pas en lien avec ce qui se passe dans la réalité présente. Puis c'est ça pour moi la différence entre être prisonnier ou libre. C'est est-ce que ce que je suis en train de vivre est vraiment aligné avec l'instant présent? Puis ça peut arriver à un moment donné que, je sais pas, une personne fait plein de choses qui me conviennent pas ou qui sont pas alignées avec qui je suis vraiment. Et je décide de partir ou tu sais, je sens de la frustration puis je l'exprime. Mais là, ce que je fais, c'est aligné avec l'instant présent. Si cette situation-là est terminée depuis 3 heures, je suis à la maison, je suis en train d'argumenter avec cette personne-là dans ma tête. Plein de gens font ça, même moi je le fais encore, là, c'est juste que j'ai des techniques pour défaire ça vite. Mais là, c'est plus ça qui est en train de se passer dans l'instant présent. Donc, je suis pas libre, je suis prisonnier de mon argumentaire, là, mon dialogue interne, que c'est pas moi qui ai décidé de le démarrer, puis c'est pas moi qui décide combien de temps il va durer. Et je suis vraiment libre, vraiment de faire mes choix si c'est ça qui se passe. La réponse, c'est non. C'est ça que j'ai remarqué, Sandra, c'est que dans chaque type d'élimination dont Alexandre nous parle, c'est toujours une question de liberté. Se libérer de tous ces conditionnements-là, puis c'est fantastique. Moi, j'adore la liberté. Quoi de mieux que de se sentir libre de tout là, dans la vie. Si on a des chaînes, je veux dire, on ne va pas nulle part, là. On peut pas s'élever, on ne peut pas changer. Puis je pense qu'on est venu sur Terre pour s'accomplir, pour expérimenter plein de choses. Fait que si on a des chaînes parce qu'on a peur de ci, on a peur de ça, on a été enseigné telle affaire qui ne nous convient même pas, ben, c'est comme si on était pris. Donc, j'adore ça, la liberté que ça engendre quand on s'ouvre à ça. Oui, bien, c'est pas parce que, exemple, quand il nous est arrivé des choses dans notre passé, qu'on met ça, on ferme ça dans des petits tiroirs là, dans notre cerveau, là. Tu sais, tu dis, ça, j'y pense plus. Là. À un moment donné, là, le bureau, là, c'est comme... Parce que il y a besoin de ménage. Oui, le déni puis le refoulement des expériences
même n'importe qui a un peu survolé la psychologie sait que ça aide pas personne à long terme, là, même si peut-être que ça me permet de fonctionner ou survivre ou faire mon travail pendant la semaine qui suit. Ouais, mais c'est là, c'est enregistré dans mes cellules, mon corps, mon cerveau, mon système nerveux. Les feelings s'enregistrent aussi dans le corps. Il y a des substances chimiques qui sont activées dans le corps aussi quand je vis des émotions ou du stress ou peu importe. C'est là, puis toutes ces substances chimiques-là, ils signalent des choses à mon ADN. Ils disent à certains gènes de s'activer, puis à d'autres de se désactiver, puis ça peut revirer assez mal si je roule tout le temps dans les mêmes types d'hormones ou de feelings ou de substances chimiques. Absolument. Là, je parle pas de ce que je mange, là, juste mes émotions. Fait que c'est vraiment... Puis tu sais, quand on parle d'être libre, ça va loin parce que là, mettons, les gens ils disent « OK, moi... » Tu sais, je vais y aller bien large puis universel. Là. Alexandre, moi, j'aimerais ça être heureux, en santé, puis avoir une belle liberté financière pour, tu sais, pas être milliardaire, mais financer mes rêves. Tu sais, juste assez d'argent pour financer mes rêves. J'ai fait des calculs, puis mettons, tous mes rêves ensemble, c'est 125 000 $. OK. Ben, OK, pourquoi tu le fais pas? Puis là, ben, la personne, si on écoute toutes ses réponses, c'est tout des conditionnements. Ouais, mais là, c'est parce que je ne sais pas ce que ma famille va penser, tu sais, si je me mets à faire ces affaires-là, parce que là, tu sais, moi, j'ai été élevé que tu vas à l'école, tu fais des études pour avoir une bonne job sécuritaire, puis là, tu fais ça, puis là, avec ta job sécuritaire, tu finances, tu élèves les enfants, puis là, à ta retraite, tu peux faire ce que tu veux, puis là, c'est tout comme ça qu'ils pensent dans ma famille. Fait que si je fais le contraire, tu sais, ils vont me trouver bizarre. Je ne sais pas comment ça va arriver. Là, peur du rejet ou peur des réactions des autres. Bon, ça, c'est une peur. Il y a un feeling, puis il y a des pensées. Là, il y a des personnes. Là, j'ai commencé ma carrière en faisant des consultations individuelles. J'en ai fait des centaines. Il y a des clients, c'était littéralement, il y avait du succès, il y avait tout ce qu'il y avait besoin pour réussir, c'est-à-dire les compétences, les ressources, les contacts. On parle, mettons, d'un entrepreneur. Mais à chaque fois qu'il s'approchait du niveau de succès qu'il visait réellement, là, son vrai but, oups, il devenait fatigué. Conditionnement physique. Fatigue. Ouais, là, j'aimerais ça faire les actions, je sais c'est quoi les actions, mais je suis tellement fatigué, mon corps ne suit pas. OK, t'as-tu manqué de sommeil? Non. T'as-tu changé ton alimentation? Non. Est-il arrivé quelque chose, un choc, un imprévu? Non. OK, mais ça ne tient pas la route. Il n'est rien arrivé pour expliquer la fatigue. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je posais plein de questions, je faisais le tour de sa vie, puis là, on découvrait que ben finalement, mettons, à l'adolescence ou peu importe, il est arrivé telle affaire. Puis ça a juste connecté à être proche du succès désiré égale c'est le temps de tomber fatigué dans son système nerveux. Puis là, il n'y a pas d'explication, c'est pas logique, ça fait aucun sens, mais il y a zéro liberté là-dedans parce qu'il ne se rendra jamais au succès désiré parce qu'à chaque fois qu'il est proche, c'est en dedans de lui, l'équation, c'est proche du succès désiré égale corps devient fatigué. Aucune logique, ça ne fait aucun sens, c'est contraire à son désir personnel. C'est ça qui arrive quand même. Fait que c'est un peu ça l'histoire de la liberté et de la non-liberté. C'est pas une histoire d'avoir plus de volonté. OK, ben je vais avoir encore plus de volonté, je vais me forcer. Oui, c'est utile la discipline, c'est utile la volonté. Mais la volonté, à un moment donné, elle flanche. On a juste à être plus stressé ou plus fatigué ou juste à un moment donné, on a utilisé notre quota de volonté pour la journée et on a besoin de se reposer. Puis là, dès qu'on arrête d'utiliser notre volonté, tous les conditionnements sont encore effectifs et opérationnels en dedans de nous. Ils n'ont pas arrêté d'exister. On les a juste contrôlés temporairement en utilisant notre volonté jusqu'à temps qu'on n'ait plus de volonté. Puis là, tous les conditionnements sont là et fonctionnels. Fait que la liberté ne passe pas nécessairement à se forcer mentalement, même si c'est ça qui est enseigné dans plein de cours. Ben, oui, ça marche jusqu'à temps que ta volonté flanche. Puis elle va flancher à un moment donné, il va arriver de quoi? Je ne sais pas, une séparation. Puis là, oups, la personne, à cause qu'émotionnellement, elle va moins bien, elle n'est plus capable d'utiliser sa volonté à chaque instant. Oups, tous les conditionnements reviennent. L'alcool ou la cigarette ou manger trop ou peu importe, ou arrêter de faire les actions qui faisaient s'approcher de notre rêve, exemple. Fait que pour moi, ça commence où? Ben, ça commence toujours à la même place. C'est être, en fait, première étape, être très présent soi-même et très, très honnête, parce que si je me mens à propos de ce qui marche puis qui ne marche pas en dedans de moi, ben, je ne pourrais pas travailler les vraies affaires. Fait que, étape 1, être honnête avec soi-même. Pour moi, c'est comme... Là, je le nomme, je trouve ça trop évident, mais je sais qu'il y en a qui ont comme jamais pensé à ça. Fait que, être honnête avec soi-même, étape 1.
Étape 2, être très présent en soi. Ça veut dire apprendre à habiter notre corps. C'est justement une des choses. La première chose que je vais enseigner au pays, ce que vous voulez. Puis souvent, la première chose que j'enseigne dans presque toutes mes formations, c'est parce qu'il faut enseigner ça aux gens dans notre société moderne, c'est comment habiter notre corps. Les gens sont tellement dans leur tête que même quand ils font des techniques, la technique ne marche pas parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont comme en train déjà de penser au souper, puis plein d'affaires, puis au travail. C'est vrai, ça. Ils ne sont pas là. Fait que là, moi, je suis là, on est en formation, je leur enseigne des trucs qui ont fait leurs preuves, super efficaces, mettons taux de réussite 70% et plus. Puis là, pendant des années, ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas pourquoi le taux de réussite est génial. Quand j'ai guide individuellement, ça marche super bien. Mais quand c'est entre eux autres ou en groupe par eux-mêmes, ça ne marche pas. Là, ça a pris quelque chose comme 8 ans ou 9 ans avant que je réalise parce que les gens étaient dans leur tête quand ils faisaient l'exercice au lieu d'habiter leur corps. Là, je fais ouais, c'est. Fait que là, je suis parti avec. C'est la première affaire qu'il faut que j'enseigne aux gens. Je les entraîne à habiter leur corps puis habiter pleinement l'instant présent. Étape 1. Puis juste ça donne un aperçu de ce serait quoi vivre la liberté mentale. Parce que même si la personne éventuellement elle retourne dans sa tête, elle apprend à habiter son corps puis l'instant présent, elle va retourner dans sa tête, ben là, elle vit. Elle vit, c'est ça être vraiment présent ou c'est ça vraiment vivre l'instant présent. Là, c'est quoi? Là, ça donne une motivation supplémentaire à continuer. Parce que là, elle compare ça avec être dans sa tête. Elle remarque que le feeling ou le bien-être est beaucoup plus grand d'être dans son corps et de vivre l'instant présent ou la réalité. Elle fait comme, wow, j'aime ça. Là, elle a envie de faire les exercices. Là, ça donne une motivation qui n'est pas la même que de se forcer avec sa volonté. C'est une motivation qui a un feeling aussi rattaché avec, un feeling de je me sens tellement mieux quand je vis l'instant présent que quand je suis dans ma tête. Ce feeling-là crée une motivation qu'on va appeler positive, c'est-à-dire ça nous donne envie d'aller vers ce truc-là qu'on appelle vivre l'instant présent. Ça serait être honnête avec soi-même, être présent soi-même pour détecter ce qui se passe présentement, puis apprendre à habiter notre corps. Ce serait comme vraiment le gros début ou la fondation avant quoi que ce soit d'autre, parce que sinon, moi, j'ai été le gars dans les formations, là, avec des gens super connus, les formations coûtaient super cher, puis j'étais le gars dans le coin qui avait rien qui marchait. Fait que là, je payais, mettons 5 000 3 000 là, il y avait l'avion puis l'hôtel à ajouter par-dessus ça. Puis là, là, le monde, il vivait des miracles. Puis là, moi, je suis le gars frustré dans le coin. Là. Ouais, mais les autres vivent des miracles, mais pas moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui marche pas en moi? Puis finalement, c'était juste parce que j'étais ce qu'on appelle dissocié. Ça veut dire que j'habitais pas mon corps. Fait que les techniques ne pouvaient pas marcher. Simple, mais là, après que je le sais, je fais, c'est évident. Mais pendant 8 ans, je ne le savais pas. Puis il n'y a aucun formateur qui me le dit. Fait que c'est ça. Il a fallu que je le découvre par moi-même. Ça a juste coûté comme 40-50 000, mais c'est correct. Aïe. C'est nous autres qui profitons de ça. C'est nous autres qui profitent de ça aujourd'hui. Oui, là, pour 5 $, les gens peuvent apprendre comment habiter leur corps. Vous payez ce que vous voulez. C'est merveilleux. Moi, ça m'a coûté 50 000. C'est pas grave, c'est 1000 fois plus. Oui. Mais tu sais, Alexandre, on a toutes des émotions dans la vie. On vit du stress, que ce soit au travail ou à la maison avec la famille. Des fois, ça provoque des douleurs physiques. Et on ne peut pas enrayer ça de nos vies. Ça fait partie du quotidien. Comment on fait pour... l'idée, c'est que, comme j'ai dit tantôt, la plupart... Tout le domaine de la psychologie, c'est que le déni et le refoulement n'est pas la solution à long terme. Sauf que, ceci étant dit, la plupart des gens, ils ne vivent pas des émotions proportionnelles ou alignées avec ce qui se passe en temps réel. Ils vivent des émotions en lien avec des conditionnements et ou des interprétations. Puis, une des choses que j'enseigne dans ma formation la plus avancée, c'est quelque chose que j'appelais les équations. Je ne me rappelle plus le nom, mais équation psychologique qu'on va dire aujourd'hui. Là, je disais à la personne, quelqu'un te regarde avec les sourcils froncés. OK? Ça veut dire que, là, ce qui est intéressant, c'est que, exemple, s'il y a 300 personnes dans la salle, là, je ne le fais pas avec les 300, mais les personnes vont dire des réponses différentes, puis parce qu'ils n'interprètent pas des sourcils froncés de la même manière. Fait que si une personne, les sourcils froncés, ça veut dire que l'autre personne est en train de réfléchir. Ça va bien, OK? La même personne en face, une autre personne en face de cette personne-là avec la même face, le même habillement, les sourcils froncés, cette personne-là est fâchée contre moi. Cette personne-là, les sourcils froncés,
Toi, ça veut dire qu'elle est fâchée contre moi. Oups! Comment qu'elle va se sentir dans l'instant présent? Vraiment pas pareil comme l'autre qui interprétait les sourcils froncés comme étant est en train de réfléchir. Mm-hmm. Fait que là, ça, c'est de l'interprétation. C'est pas. Puis, tu sais, les gens, ils pensent pas dans leur tête être fâché contre moi ou être en train de réfléchir. C'est comme instantané, puis c'est un feeling. Fait que c'est comme une traduction dans le cerveau ou une interprétation instantanée. Nos interprétations, habituellement, sont inconscientes. Ça veut dire qu'ils passent trop vite jusqu'à temps qu'on prenne le temps de les explorer, comme dans l'exemple que je donnais. Puis l'autre personne, c'est OK, tu es devant cette même personne-là, elle a les sourcils froncés. Ça veut dire que ben, elle a peut-être une tension ou une douleur dans son corps, puis ça fait serrer son visage. OK? Mais là, elle n'est pas en train de se sentir mal nécessairement, mais l'autre qui interprète automatiquement que sourcils froncés égale est fâché contre moi, elle va se sentir mal souvent. Pas parce qu'elle veut, pas parce que c'est ça qui est aligné avec l'instant présent, parce que c'est comme ça que c'est interprété. D'où le truc de déconditionner nos automatismes d'interprétation, de pensée, de croyance, etc., etc. Fait que c'est vraiment... C'est pour ça, à un moment donné, j'appelle ça de la psychologie profonde, parce qu'on réalise qu'il y a tellement de patentes qui roulent en même temps dans un humain. Moi, j'appelle ça la réalité imaginaire. Souvent, rien à voir avec la réalité physique. La réalité imaginaire des gens contient des émotions, des sensations, des priorités, qu'on appelle le système de valeurs, des croyances, des feelings qui bougent, des sensations physiques, des images mentales, des souvenirs, des projections dans le futur de ce que j'aimerais qu'il arrive, puis du dialogue interne pour être sûr qu'il n'y a pas trop d'affaires en même temps qui roulent dans un humain. Tu sais. Là, tu as tout ça en même temps. Là, tu dis à la personne, OK, on va méditer. Centre-toi. Comment tu veux que je me sente? Moi, là, je suis un petit peu capable de méditer, mais pendant toute ma vie, je suivais des trucs de méditation. Je n'étais pas capable de faire une demi-seconde sans que ma réalité imaginaire s'en aille partout. J'ai peut-être un TDAH, là, mais en tout cas, la plupart des humains que j'ai rencontrés n'étaient juste pas capables de maintenir une méditation avec un silence intérieur pendant plus que quelques secondes. Fait que j'ai arrêté de méditer, puis j'ai développé des techniques avec lesquelles je pouvais m'emmener moi-même intentionnellement dans un état de silence. OK, ça aussi, la première chose que j'enseigne dans le pays, ce que vous voulez, c'est habiter le corps, puis aller dans un état de silence intérieur par choix, volontairement, là, tout de suite. Parce que sinon, c'est dur de méditer. Puis tu sais, moi, de mon point de vue, on n'a même plus besoin de méditer, on fait juste déconstruire, puis le silence y grandit, puis la liberté aussi, là, mais traditionnellement, la méditation est comme... Parce que c'est comme ça que ça a commencé, les trucs spirituels, puis l'illumination en Inde. C'est comme quelque chose qui est révéré. Mais on est en 2024, on n'est plus en moins 2000, puis il existe aussi autre chose. Fait que l'idée, c'est d'explorer plein d'approches, puis trouver celle qui nous donne le maximum de résultats pour le temps investi aujourd'hui, pour l'être unique qu'on est. Ça, c'est de mon point de vue. Il s'agit que je demande à mon cerveau d'arrêter de penser, puis ils disent, ben OK, d'abord, mais on va faire quoi? C'est ça que... Ouais. Il me répond. Ça, c'est une pensée. Oui, puis ça, c'est une pensée aussi. On va faire quoi? Fait que là, il n'y a pas de silence là. Fait que la plupart des gens, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu c'est quoi la liberté mentale avec le silence, parce qu'ils jouent, tu regardes un enfant jouer, là. S'il est assez jeune, il n'y a pas beaucoup de pensée. Tu sais, sa réalité, oui, il y a de l'imagination, mais il n'est pas en train de dire, ah ouais, mais là, peut-être qu'un parent me regarde puis il va trouver que j'ai de l'air bizarre. Tu sais, il est pas il joue, là, lui. Là. Il flatte le chien. Il flatte un chien, là, il flatte puis il vit l'expérience entière de flatter un chien. Ça, oui, mais peut-être qu'il peut mordre. Oui, bien là, si c'est ça qui arrive, il va apprendre. Mais, tu sais, l'adulte, il va penser à ça avant de flatter le chien. Oui, exactement. Ou pendant, pour gâcher son expérience. L'être humain est bon là-dedans. Mais Alexandre, est-ce que ça veut dire que la liberté mentale, ça veut dire de le faire taire? Bien, je vais le décrire, OK? Je vais donner des caractéristiques pour que les gens comprennent, là, parce que, encore là, moi, j'ai vu bien des descriptions vagues dans bien des livres, dans des vidéos, mais c'est rare que c'est très, très précis. Fait que, ce qui se passe de mon point de vue quand une personne avance dans la liberté mentale, fait que je ne dis pas que c'est un absolu blanc ou noir, ça peut être une gradation, c'est que la personne, une des premières étapes souvent, c'est que la personne arrête d'être hypnotisée ou influencée par ses pensées. Fait qu'au début, un humain normal se promène, puis là, il fait comme « Ah ouais, peut-être que, tu sais, je m'en vais donner une conférence, mais peut-être que les gens vont s'emmerder. » Donc, si la personne elle pense à ça avant de monter sur scène pour s'aider à être bien. Bon, mais
un humain qui avance dans la liberté, cette pensée-là pourrait apparaître dans son esprit, mais elle n'aura pas aucun impact émotionnel parce que c'est comme si le déconditionnement fait qu'il n'y a plus de lien entre la pensée qui apparaît dans l'esprit et le feeling dans le corps. Fait que ça, c'est déjà un niveau de liberté. Si j'ai plein de pensées et je ne les crois pas, autrement dit, ils ne m'hypnotisent plus, ils ne m'influencent plus, ben, je suis déjà très, très libre à comparer de la plupart des gens. Fait que ça serait comme, de mon point de vue, niveau 1 de liberté. OK. Okay, là, il va bien... je pense pour ça qu'on fait une série de 4, là, mais il va bien pointu avec un langage clair pour que les gens comprennent. Mm-hmm. Après ça, si on avance là-dedans, exemple, on ferait une technique que j'appelle la TDSM ou un autre qui a le même effet, puis on défait nos automatismes. OK? On défait les pensées qui apparaissent de même tout le temps. Là. On fait une technique pour interrompre ce phénomène-là, puis on déconstruit le mécanisme ou l'automatisme. À un moment donné, à force de faire ça, ce qui se passe, c'est que les gens vont remarquer qu'il y a des moments de plus en plus longs ou plus fréquents où l'esprit est silencieux. Fait que là, on est au-delà de ne pas être influencé par les pensées. C'est encore mieux que ça. Il y en a moins, puis ils sont moins fréquentes. Il y en a une moins grande quantité à la minute ou à l'heure. Et il y a plus d'espace entre chaque. Dans cet espace-là, il y a du silence. Et il y a de la présence accrue. Ça veut dire, quand je ne suis pas hypnotisé par mes pensées, ce que le monde appelle être dans l'une en québécois, ben, je suis présent à ce qui se passe autant en dedans de moi et la réalité dans l'instant présent. Plus je vis ça, plus j'ai l'impression que je suis vivant et un avec la réalité physique. Fait que là, si on continue, même la conclusion logique de ce que je viens de dire, si on fait juste imaginer un peu, ben, les gens qui sont rendus vraiment loin dans le processus ou au bout du processus, les pensées sont très, très rares. Quand il y a une qui apparaît et pas crue, fait juste passer comme un nuage, c'est ça que les illuminés disent. Ils disent « Ah oui, j'en ai des pensées, des fois, ça passe comme un nuage. » Fait que là, elle est rare, elle ne perturbe pas l'état de silence, puis elle ne m'empêche pas d'être complètement présent à la réalité ou à l'instant présent parce qu'elle passe comme un nuage. Aucun effet sur moi. Puis il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'ai presque pas de distraction. Fait que rendu au bout du bout, c'est pas mal ça. Et quand j'ai pas, tu sais, là, je reviens, j'ai mes mains, là, je sais pas ceux qui ne voient pas la vidéo, je mets mes deux mains en une en face de l'autre, puis je dessine des affaires dans le vide entre les deux, mais j'ai un humain, j'ai la réalité de l'instant présent. Si j'enlève tout ce qui est entre les deux, un phénomène particulier qui se passe, c'est que les gens vont dire qu'ils se sentent un avec la vie ou avec la réalité. Puis le commun des humains modernes ne vivent pas ce sentiment-là. La plupart des gens sentent une certaine séparation entre eux et la réalité, ou eux et les autres. Tandis qu'une personne qui a enlevé ça, elle va sentir que même s'il y a une distance physique entre les deux, qu'on est capable de voir, on ne devient pas stupide, là, on se sent un, comme si on était unis ou unifiés à l'expérience qui se produit ici maintenant autour de nous. Fait que les gens appellent ça un état d'unité. Fait que ça, c'est habituellement, juste en allant dans la liberté mentale, ça emmène un état d'unité partielle ou complet. Aussi, on se sent un avec tout ce qui se passe dans l'instant présent. Fait que l'auto qui est à côté de moi, les humains qui marchent sur le trottoir, les oiseaux qui volent dans le ciel, je me sens un avec tout ça. Je fais partie maintenant de la réalité au lieu de me sentir séparé de la réalité. Ça, c'est un gros changement qui est un changement souhaité si on lit des livres de psychologie ou de diagnostic. Ben, il y a beaucoup de caractéristiques qui sont « je me sens déconnecté de la réalité » ou « séparé de la réalité ». C'est des caractéristiques de diagnostic de choses qui vont pas bien. Oui, des fois. Si on va dans le sens inverse, de mon point de vue, ça emmène des humains plus sains. Si, au lieu de me sentir déconnecté de la vie, de la réalité puis des autres, je me sens connecté ou, encore mieux, un avec tout ça, ben, de mon point de vue, je suis dans un état plus sain. Fait que la liberté mentale, c'est dans cette direction-là qu'elle s'en va. Au début, c'est, je crois, de moins en moins mes propres pensées, jusqu'à temps qu'ils n'ont plus vraiment d'effet sur moi. À un moment donné, ben, les automatismes diminuent, disparaissent. Puis à un moment donné, il y a des plages de silence de plus en plus grandes, ce qui m'enlève aucune de mes compétences intellectuelles. T'sais, on peut faire des mathématiques quand même, on peut écrire. Pendant que tout ça se passe, là. Pendant que tout ça se passe, mais quand le silence est là, notre cerveau existe encore. C'est juste qu'il n'est plus conditionné avec plein d'hamsters qui courent. Il est capable de faire des maths pareils. Il est là, le cerveau. Là. On ne l'a pas enlevé. Il est juste dans un nouveau type de fonctionnement qui est silencieux et qui est très efficace parce qu'il n'y a pas plein de fonctions inutiles. Tu sais, c'est comme
Les gens, en gros, l'humain normal moderne, il se promène avec toutes ses fenêtres d'ordinateur allumées, avec plusieurs vidéos différentes, avec le volume allumé de toutes les vidéos différentes. Et là, ils disent, ouais, Alexandre, je sais pas pourquoi, je me sens pas mal stressé, puis comme s'il y a tout le temps trop, puis j'ai la misère à me concentrer. Je sais pas pourquoi, hein? Tu as toutes les fenêtres dans ton ordi mental allumées, avec plein de vidéos qui sont disparates, puis il y en a un qui joue de la musique, puis l'autre, c'est du heavy metal, puis l'autre, c'est une discussion que tu as eue il y a 5 ans avec quelqu'un que tu ne sens pas complète. Mais là, au lieu de la faire avec la vraie personne, tu la roules dans ta tête, en plus des musiques, puis en plus de l'autre dialogue interne qui juge, puis qui commente ton argument imaginaire avec la personne qui n'est pas là. Tu sais, je suis comme, waouh! Ouais, en psychologie, on va souvent penser, en tout cas, ils nous disent qu'il faut régler nos problèmes avec ce qui nous est arrivé. Tu sais, souvent, ils vont retourner, là, c'est à cause de ton père, si t'arrive ça, il faut que tu règles les choses avec ton père, mais on n'est pas là-dedans, là. Ben, en fait, je suis d'accord avec le principe. C'est juste qu'on n'est pas obligé nécessairement de le régler avec la personne. Si la personne serait dans la catégorie des gens malsains, ben ça va pas aider. Si on essaie de régler de quoi avec quelqu'un de malsain, ça va juste nous détruire plus. Puis si la personne est décédée, comment je fais pour régler ça avec elle? Fait qu'il faut qu'il y ait d'autres chemins, il faut qu'il y ait d'autres moyens, puis il y en a. On peut se libérer d'un traumatisme ou d'un pattern émotionnel sans nécessairement essayer de le faire dans la réalité physique avec quelqu'un. En fait, on n'a pas le choix quand la personne n'est pas là ou qu'elle ne veut pas qu'on soit dans sa vie ou qu'elle est décédée. On n'a pas le choix de le faire à travers un autre chemin. Mais oui, je suis d'accord, plus on se libère de ce qu'on a vécu dans notre vie, autrement dit, plus on se libère de notre histoire au niveau mental, physique, émotionnel, puis même énergétique, si on veut l'ajouter, plus on se sent bien, plus notre bien-être grandit, plus on est libre. Parce que même si une personne vit, ça c'est quelque chose que je décris, j'ai écrit un nouveau livre cette année, puis on travaille fort pour le sortir le plus vite possible, mais j'ai une dame, c'est là qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs types d'illumination. J'ai une dame qui me coachait, puis elle était dans l'état de liberté illumination mentale. Et en même temps, elle passait son temps à vivre des grandes souffrances de ses traumatismes avec sa famille qui était plein de gens narcissiques puis tout ça. Puis là, elle me disait qu'elle allait aller les voir pour essayer de régler ça. Là, moi, ça faisait aucun sens. Je me dis, ouais, mais elle m'a dit qu'elle était illuminée. Puis je la crois parce que dans son comportement, elle avait spontanément les comportements de quelqu'un qui avait l'illumination mentale. Mais là, j'étais là, mais comment ça fait qu'elle a autant de souffrance si elle est illuminée? Puis là, j'ai réalisé que c'est parce que, oui, elle avait la liberté mentale, mais elle n'avait pas la liberté du tout émotionnelle. En fait, elle était moins libre émotionnellement que plein de gens qui sont pas illuminés mentalement. Fait que là, j'ai réalisé, OK, fait que ça fait pas tout, là. Il y a des gens qui disent, OK, je vais avoir l'illumination mentale, tout va être réglé, j'aurai plus jamais de problème. C'est pour ça que tu en as identifié 4, puis ce sera le sujet de notre deuxième émission de la série sur les 4 types d'élimination, la liberté émotionnelle. Pour l'instant, on est dans le mental et avec tout ce que tu nous as dit depuis le début de cette émission, si on a compris puis qu'on veut faire des gestes concrets, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une marche à suivre? Est-ce qu'il y a un truc? Une personne pourrait déjà commencer sur ma chaîne YouTube, si je ne me trompe pas, et même sur mon site, alexandrenadeau.com. Il y a déjà gratuitement l'exercice pour habiter le corps. Donc, on peut déjà commencer à apprendre ça. C'est étape 1. Ça, c'est très bien. Oui, puis il y a une technique aussi, là, je sais qu'on va un peu dans le sujet de la prochaine émission, mais il y a une technique qui s'appelle la technique de l'épaule qui a été visionnée, je pense, 50 000 fois sur ma chaîne, qui est une technique vraiment simple pour libérer des charges émotionnelles. Donc, déjà avec ces 2 trucs-là, on peut commencer à devenir plus libre et augmenter notre bien-être parce qu'on apprend déjà à habiter notre corps. Puis, on apprend aussi à libérer des émotions avec quelque chose de vraiment simple. J'ai 2 démonstrations sur ma chaîne YouTube. Puis, je pense que les 2 dames, c'est moins de 15 minutes chacune pour libérer une charge émotionnelle. Puis il y en a une. Bon, je me suis senti un peu mal à l'aise, mais je vais le dire, tu sais, c'est filmé puis c'est sa chaîne, mais elle dit, t'es-tu en train de me dire que j'ai fait 10 ans de thérapie là-dessus pour rien? ça a pris 12 minutes à peu près à la libérer de cette charge-là, puis j'ai fait un suivi pendant 1 an, puis c'est pas revenu, là. Mais tu sais, j'ai dit non dans le sens qu'on a tous vécu notre chemin d'évolution, notre processus, mais sauf que oui,
est-ce qu'il y a des approches plus efficaces que d'autres? La réponse est oui dans tous les domaines. Tu veux prendre la masse musculaire, il y a des méthodes très efficaces, puis d'autres zéro efficaces. Même chose pour la perte de poids, même chose pour se libérer émotionnellement, mentalement, etc. Fait que l'idée, c'est de chercher, OK, après qu'on sait qu'il y a des différents niveaux d'efficacité, qu'est-ce qui est plus efficace? Comment qu'on fait pour connaître qu'est-ce qui est plus efficace? Etc., etc. Tu sais. Mhm. Un peu, En tout cas, c'est intéressant. Puis c'est sûr que ça pourrait, justement, ceux qui ont l'intention d'aller à ton pays, ce que vous voulez, ben, ils pourraient déjà peut-être commencer à voir s'ils sont capables de faire ces exercices-là. Ça sera plus facile. Je me rappelle, moi, il y a plusieurs années, quand on s'est rencontrés la première fois, on avait fait des exercices. Moi, j'étais seule, puis j'avais fait des exercices avec totalement une inconnue. Puis les deux, on se regardait après, puis on n'en revenait pas. On est sortis de la salle, puis on disait, ben voyons, ça a marché du premier coup. Mm-hmm. On sentait vraiment que ça avait fonctionné, ce que tu nous avais donné comme enseignement. Alors, je crois beaucoup que ça peut changer la vie de beaucoup de gens qui cherchent des solutions, qui cherchent des façons de faire pour se sentir mieux, se sentir justement plus dans son corps, dans son présent. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir le 12 mai. Oui, ben, je dirais aussi, même si les gens le laissaient en suivant la vidéo YouTube, en salle ou même en ligne en temps réel, c'est pas la même chose parce que je vais mettre les gens en contexte, je vais les préparer, puis aussi on va aller plus loin. Fait que oui, habiter le corps, première étape. Deuxième étape, qui est pas sur YouTube, c'est ce que j'appelle l'hyperprésence. C'est apprendre à être très, 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 de manière présent, de manière amplifiée à l'instant, à ce qui nous entoure. Ça, j'appelle ça l'hyperprésence parce que je n'ai pas trouvé d'autres noms qui exprimait mieux l'état. Puis juste de le faire en groupe avec pas de distraction, puis dans un environnement nouveau et différent, même si on est en ligne, des fois, ça nous permet de vivre l'effet qu'on n'a peut-être pas vécu juste en visionnant une vidéo comme ça, en étant dans le métro ou ailleurs, que notre focus n'était pas complètement là-dessus. Là. Quand on trouve cette liberté mentale-là, ça fait quoi dans nos vies concrètement après? Oui, si on y va très, très terre à terre, là, on enlève toutes les notions spirituelles qui, honnêtement, on n'a pas nécessairement besoin non plus, là, parce qu'il y a des livres qui sont l'éloge à des poèmes infinis d'affaires incroyables, mais qu'on ne sait pas trop si c'est vrai à un moment donné. Terre à terre, le niveau de stress diminue vraiment énormément. Puis si vous avez lu un peu les recherches, ou en tout cas, sinon, je peux vous le dire, mais selon plusieurs organismes de la santé à travers le monde, le stress chronique cause ou amplifie entre 75 et 90% des maladies chroniques. Fait que le stress chronique cause et ou amplifie entre 75 et 90% des maladies chroniques. Fait que juste pour les bienfaits de santé, de diminuer le stress chronique, viser à vivre la liberté mentale, émotionnelle. Bon, surtout mentale, émotionnelle, ces deux-là peuvent diminuer beaucoup le stress. Fait que ça, c'est un des changements. Un autre des changements, ben, c'est de devenir beaucoup plus maître de notre vie, c'est-à-dire que là, je peux décider que je veux écrire un livre et l'écrire au lieu de faire un débat en dedans de moi pendant 1 an et demi avant de décider de l'écrire. Parce que, c'est le dialogue interne, ouais, mais là, ouais, mais je sais pas vraiment, je suis pas assez bon. Ah ouais, ok, mais je veux l'écrire. Ouais, mais, tu sais, j'ai rien à dire. Là, la personne peut faire ça des fois pendant 5 ans. Je connais du monde, ils ont passé 5 ans, 10 ans à avoir ce genre de combat-là dans leur tête avant de commencer à écrire. Mais ils auraient pu commencer à écrire il y a 10 ans. Parce que dans le sens que c'est le même processus. Écrire, c'est écrire. Fait enlever ça emmène une grande liberté d'action, c'est-à-dire la capacité d'agir en temps réel. On prend une décision, on peut tout de suite agir. Ça, c'est un grand changement parce que ça accélère les résultats dans tous les domaines qui nous intéressent. Je décide que je me mets à manger mieux, je décide que je vais au gym. Je le fais. J'ai pas plein d'affaires dans ma tête qui m'empêchent ou qui me convainquent. Ah ouais, mais pas tout de suite. Encore une semaine à manger n'importe quoi, là, juste comme, tu sais, juste pour un dernier coup, puis, tu sais, juste pour dire, OK, là, je me suis payé à la traite avant de faire attention. Là, la personne, elle se dit ça toutes les semaines. Oui. Non, mais je donne des